40, l'heure de recevoir notre invité politique. Philippe Gomès, nous allons aborder les questions liées au nickel, à la sortie de l'accord de Nouméa, mais d'abord un mal qui dérange la vie des Calédoniens au quotidien, l'insécurité. On entend de tout, CLSPD, marches de citoyennes, villes mortes, plan Marshall, et pourtant ça continue. Votre avis ? C'est une véritable gangrène pour le vivre ensemble calédonien. Pourquoi ? Parce que ça nourrit l'exaspération des citoyens, ça nourrit parfois le racisme, ça nourrit parfois des réactions qui sont susceptibles de fragiliser encore davantage notre société. Tous responsables, Philippe Gomès, tous responsables. D'abord, chaque citoyen est responsable là où il est. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout attendre des institutions. Il faut aussi que dans chaque famille, on prenne en charge un minimum de choses, de façon à faire en sorte que l'éducation des enfants soit à la hauteur de ce qu'on estime devoir être dans la vie en société. Aujourd'hui, dans la délinquance de proximité, la majorité de cette délinquance est le fait de mineurs. Perte de repères totale, perte de repères familiaux, perte de repères coutumiers, perte de repères moraux. Alors vous parlez des mineurs, dans certaines communes, d'ailleurs, de métropole, on a parlé du couvre-feu pour les mineurs. Faut-il en arriver à cela ? Je crois que tout ça n'est pas très sérieux. S'il suffisait de mettre un couvre-feu pour rétablir la situation en métropole, nous serions sous un couvre-feu permanent à l'échelle de l'Hexagone et des TOM. Non, ce qu'il faut faire, c'est initier de manière puissante des politiques de prévention. Et pas chaque collectivité dans son coin. C'est le cas aujourd'hui, la province sur son territoire, la commune sur le sien, la Nouvelle-Calédonie sur le sien également. Il faut que toutes les collectivités travaillent ensemble. Pourquoi ? Parce que la délinquance, elle n'a pas de frontières. Elle ne connaît pas les frontières des communes ou des provinces. Politique de prévention en matière familiale, aider les parents, accompagner les familles qui elles-mêmes sont en perdition. Il nous faut également investir dans le projet éducatif. La première matrice de cette délinquance, c'est le décrochage scolaire. Des gosses qui, à 13, 14, 15 ans, sortent de l'école et puis traînent partout, dans la tribu, dans la rue, dans la commune. Et puis enfin, il est indispensable, dans un même temps, un volet de prévention est nécessaire à long terme, mais à court terme, il faut renforcer les moyens de la répression. Et je tiens, si vous me permettez, Alexandre Rosada, ce soir, à dire à l'ensemble des autorités qui s'occupent de la sécurité dans notre pays, qu'il s'agisse des forces de police et de gendarmerie, des surveillants de l'administration pénitentiaire, des services de la justice, que nous leur devons beaucoup et que nous les remercions pour le travail qu'ils effectuent dans des conditions extrêmement difficiles et pas toujours avec les moyens nécessaires pour assumer la mission qui est la leur. Vous ne dites pas, comme certains, que c'est la faute à la colonisation. La colonisation est parfois le bouc émissaire facile. Il y a certes des désordres qui sont issus de cette colonisation. Mais aujourd'hui, si c'est pour se décharger de toute responsabilité à l'égard d'une part de la déshérence de la jeunesse, je crois que l'argument n'est pas valable. Chaque citoyen doit aujourd'hui se prendre en main et les institutions doivent accompagner les citoyens. Une dernière chose sur cette question, y a-t-il ou pas trop d'armes ? On sait qu'il y a un décret qui est attendu du Conseil d'État cette année. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que député et aussi en tant que co-président d'un mouvement, Calédonie Ensemble, sur cette question, trop d'armes ou pas assez d'armes, ou qui circulent ou pas ? Non, la question n'est pas celle du nombre d'armes. La question est celle de l'individu qui détient les armes. C'est pas parce qu'on détient 10 armes qu'on devient dangereux et qu'on n'en détient qu'une que l'on ne l'est pas. Ce à quoi on assiste dans un certain nombre de communes, à Canala, à Thio, sur la côte Est et ailleurs, ou à Saint-Louis, de jeunes qui tirent sur des véhicules de police ou de gendarmerie ou de pompiers. Maintenant, une autre étape a été franchie. Vous croyez qu'ils les détiennent légalement, ces armes ? Ces armes sont dans la majeure partie des cas des armes volées. Donc là aussi, c'est un mauvais débat. Il y a une tradition d'armes en Nouvelle-Calédonie qui est liée à notre histoire. Mais les armes qui aujourd'hui polluent notre vie, qui parfois fauchent des vies, sont des armes qui, dans la majeure partie des cas, sont détenues illégalement. On en vient au dossier nickel. Vous êtes, vous, Philippe Gomès, membre du conseil d'administration d'Eramet. À ce jour, l'action en bourse ne vaut pas grand-chose, l'action d'Eramet. Est-ce que, et cela, ça peut avoir de graves conséquences sur la SLN ? Le montant, le niveau de l'action d'Eramet n'aura aucune conséquence sur la SLN. Ce qui a des conséquences importantes sur la SLN, c'est le cours du nickel. Il est aujourd'hui à 3,5 $ la livre. Il faut savoir que la SLN a un prix de revient à 6 $. Donc la SLN a perdu cette année une trentaine de milliards de francs CFP, en 2015, et en 2016, elle perdra la même chose, et en 2017, si le cours se maintient à ce niveau-là aussi. Donc, conclusion, on traverse une période extrêmement difficile. Il faut sauver la SLN ? La SLN aurait pu être sauvée si on n'avait pas vidé ses caisses, monsieur Razada. Dans la SLN, il y avait 100 milliards de francs CFP qui ont été distribués ces dernières années, alors que la conjoncture s'était déjà retournée.
Donc ce n'est pas une erreur, c'est une faute, et une faute grave qui met aujourd'hui l'entreprise dans une situation difficile. Donc Eramet ne peut pas dire, quand les caisses sont pleines, on les vide, puis quand elles sont vides, débrouillez-vous. Ça, c'est pas possible. Mais vous qui êtes un ardent défenseur des 51% dans le capital, si on avait eu ces 51%, aujourd'hui, avec la conjoncture du nickel, on ne serait pas très bien. Moi, je vais vous dire, si on avait eu ces 51%, M. Rosada, on n'aurait pas distribué les 100 milliards de francs CFP qu'il y avait dans les caisses. Calédonie Ensemble s'est opposé dès 2012 à cette distribution. Et pourquoi nous sommes-nous opposés? Parce que nous disions à l'époque, lorsque la période sera difficile, on sera bien content d'avoir gardé de quoi pouvoir affronter cette période, ce qui n'a pas été le cas. Donc non, au contraire, je crois qu'on aurait été en situation de responsabilité par rapport à cette entreprise et on n'aurait pas distribué des fonds qui aujourd'hui nous font cruellement défaut. C'est pour ça que l'État doit intervenir, c'est pour ça que nous l'avons sollicité avec Pierre Frogier d'ailleurs, dans une lettre commune adressée au mois de novembre dernier au président de la République, pour dire à l'État deux choses. Vous avez une responsabilité particulière, vous êtes actionnaire d'Eramet à hauteur de 26%, et donc vous devez permettre à l'entreprise de passer le cap difficile qui est aujourd'hui le sien, en alimentant les caisses d'Eramet ou les caisses de la SLN ou celles de la STCPI, peu importe les modalités de mise en œuvre, mais vous devez aussi assurer la pérennité de l'entreprise à long terme. C'est indispensable. Et alors, ça, c'est la construction de la nouvelle centrale. Alors justement, on en vient à cette centrale. Qui va la payer? Parce que là, effectivement, Pierre Frogier dit contrôle de la SLN par l'État, genre nationalisation entre guillemets. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que l'État doit intervenir. Après, les modalités d'intervention de l'État, que ce soit dans le cadre de la proposition de Pierre Frogier, qui me paraît quand même en l'état actuel des choses la moins probable. Elle va coûter cher cette centrale. Oui, elle va coûter cher cette centrale, mais si on l'avait réalisée, M. Rosada, ces 10 dernières années, la SLN aurait économisé 10 milliards de francs CFP par an. Donc vous voyez que ne pas faire cet investissement, ça a coûté à l'entreprise. Quant aux modalités de mise en œuvre de cette centrale aujourd'hui, j'ai proposé qu'une structure locale associant Enercal, la STCPI et la SLN soient mises en place, et que l'État nous aide, non pas au travers d'ailleurs de financements dédiés, que l'État nous aide au travers d'une garantie qu'il apporterait aux financements qui sont nécessaires pour faire ce projet. Et je peux vous dire que nous avons soutenu ce point de vue à l'occasion du comité des signataires, toute formation politique confondue d'ailleurs, qui s'est tenue au mois de février dernier. Et j'espère que le Premier ministre, lorsqu'il va venir, fera sur ce sujet-là des annonces fortes. La SLN, c'est pas simplement traverser la période de crise d'aujourd'hui, on doit tous se serrer les coudes, c'est aussi, les 50 ans qui viennent, continuer à assurer le développement du pays. Pour vous, Philippe Gomez, charbon ou gaz pour cette centrale? Parce que vous étiez pas très favorable au charbon, hein, non. Ça pollue. Il y a une enquête d'AS qui sort bientôt, à la fin mars. Qu'est-ce que vous dites? Je dis d'abord que la centrale actuelle, elle produit 15 fois plus de poussière qu'une centrale au charbon, 10 fois plus de dioxyde de soufre qu'une centrale au charbon et 2 fois plus de dioxyde d'azote. Donc la centrale actuelle, c'est la pire qu'on puisse avoir. Et en plus, elle n'est pas compétitive. Donc effectivement, le charbon, dans ce cadre-là, était la moins mauvaise solution. Nous avions d'ailleurs demandé, nous, Calédonie Ensemble, à l'État une mission sur le sujet. Il a rendu un rapport, et le rapport en 2013, c'est la seule solution pour un industriel électro-intensif comme la SLN, c'est le charbon. Je crois que des choses se sont passées depuis lors, notamment la COP 21, et qu'on ne peut pas ne pas réouvrir le dossier sur le sujet. Autre point au comité des signataires s'agissant... Un mot sur cette centrale. On a parlé beaucoup d'exigences économiques. C'est aussi une exigence sanitaire et environnementale, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut réouvrir le dossier. Facilitation des exportations de nickel. Le président du gouvernement a dû être contrarié, M. Germain, non, quand il a entendu ça. Pourquoi? Parce que on a parlé d'ouvrir les exportations vers la Chine, de fonds nickel, on a parlé de l'Australie, on a parlé du Japon. Oui. Donc, selon vous, aujourd'hui, plan d'urgence, où on en est dans ces exportations de nickel? Alors, d'abord, le plan d'urgence, il a été décidé à l'occasion du dernier comité des signataires sur le nickel. Donc, toutes les formations politiques le soutiennent. En ce qui concerne Calédonie Ensemble, nous sommes, de manière générale, réticents en ce qui concerne les exportations, pour 2 raisons fondamentales. 1, le nickel ne repousse pas, donc nous devons le gérer pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Et 2, la transformation locale du minerai crée 3 fois ou 4 fois plus d'emplois et de richesses que son exportation. Donc voilà notre position de base. En ce qui concerne les exportations pour la Chine, il ne faut quand même pas être abruti. On se tire une balle dans le pied, on va exporter vers ceux-là même qui fournissent du nickel de basse qualité, qu'on appelle du pig iron, et qui sont à l'origine directe des chutes des cours. C'est pour ça que dans le cadre des exportations sur la Chine, qui ont été proposées récemment dans le cadre du plan du gouvernement, ce ne sont pas des exportations vers
des fabricants de pig iron, ce sont des exportations que nous envisageons vers des aciéristes. Mais vous ne qui pourrez pas fournissent les du nickel. contrôler, les aciéristes, ils feront ce qu'ils veulent. Ah bah écoutez, en tout cas, nous on entend bien, et c'est un travail qu'on a engagé avec la SLN, faire en sorte que l'écoulement des aciéristes soit contrôlé. Et puis deuxième chose, par rapport à ce qu'il y a un an, quand même, c'est important, QNI risque de fermer, va peut-être fermer. Effectivement, Yaboulou Donc licencie. vous avez la côte Est qui produit des latérites, aux alentours de 2 millions de tonnes par an. Ces latérites étaient exportées sur QNI depuis 28 ans, et aujourd'hui cette entreprise de fermer. Donc il était de notre responsabilité de trouver une solution alternative, d'où l'ouverture qui a été faite. Aujourd'hui, Philippe Gomez, votre axe Palika-Calédonie ensemble est dérangé par la conjoncture économique mondiale? Je crois que vous allez me dire votre axe Palika-Calédonie ensemble est dérangé par le nouvel axe Frogier-Gomez. Non, c'est pas ça. Non, mais je maintiens ma question. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'axe Calédonie ensemble, Oh, il Palika. a existé à un moment. Non, en Corée notamment. Non, il a pas on a des photos. C'est pas parce que vous êtes sur une photo avec quelqu'un qui a un axe qui s'est créé. Non. Il y a une doctrine quand même. Non plus. Il y a une manière d'appréhender parfois certains sujets économiques, et notamment la gestion d'une ressource pour les générations futures que nous partageons. C'est quand même pas un crime de partager ce type de philosophie-là. En tout cas, la gestion de l'économie nickel est liée aux discussions sur l'avenir institutionnel, et ça c'est un point fort du comité des signataires. Oui. Vous êtes aujourd'hui dans un consensus éclairé contre un référendum éclairé. C'est la même chose ou ça diffère ? Non, c'est la même chose, sauf que par référendum, quand on disait référendum éclairé, c'est-à-dire dire aux Calédoniens qu'est-ce qui se passe le jour d'après le vote, qu'on soit dans l'indépendance ou qu'on soit une Nouvelle-Calédonie qui reste au sein de la République, pour arriver à ça, il faut qu'il y ait un consensus, parce que si toutes les formations politiques ne sont pas d'accord sur cette idée-là, le référendum ne pourra pas être éclairé. Ce qui veut dire, et je le rappelle, on ne peut pas sortir de l'accord à 2 ou à 3, on doit sortir de l'accord à 4. 4, c'est les Républicains et Calédoniens ensemble, chez les non-indépendantistes, le Palika et l'Union calédonienne chez les indépendantistes. C'est parce qu'on ira les uns vers les autres qu'on essaiera de trouver, comme le dit le comité des signataires, une somme de convergence qui nous rassemble au-delà de ce qui constitue notre conviction ultime. Et personne ne doit renier sa conviction ultime. Nous sommes non-indépendantistes. Ils sont indépendantistes. Il y a au fond d'eux une histoire, il y a un parcours, et chacun doit pouvoir assumer sa conviction profonde. Pour autant, ces convictions profondes, elles ne doivent pas fracasser le destin commun. C'est ça qui est important. Quand on voit le corps électoral politiquement clos qui est juridiquement réouvert, et des déclarations de M. Régnier, surmonter collectivement la 2018, ça va être quand même une sacrée feuille de route. J'ai remarqué comme vous qu'il y a certains snipers qui, sur le sujet du corps électoral, jouent les prolongations. Alors, le litige électoral est politiquement clos, c'est une phrase du comité des signataires qui a été validée par tout le monde, l'ensemble des indépendantistes et des non-indépendantistes, contrairement à ce qu'a dit M. Régnier sur votre plateau il y a quelques jours. Donc il a menti. Ah bah sûr qu'il a menti, ça c'est clair, il a menti. Il a parlé d'un point particulier, c'est lever l'anonymat pour une partie des électeurs, ça a été refusé par les non-indépendantistes, c'est le seul point qui a conduit à ce que nous divergions sur l'essentiel. Le litige électoral est politiquement clos, et c'est clair comme phrase, on ne peut pas faire plus clair que ça, on ne peut pas écrire les choses plus clairement que ça. Là, l'ensemble de la classe politique calédonienne s'est rassemblée. Attendez, un mot là-dessus. On arrive à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'au bout de 15 ans, on a fini par enlever de notre pied ce boulet électoral? Parce qu'il nous fallait solder le passé. Comment vous voulez qu'on prépare l'avenir, prépare 2018 si on ne solde pas le passé? C'est ce qu'on a fait, même s'il y a un peu d'agitation encore sur le sujet. Une dernière question, dernière, rapidement, vos relations avec Sonia Lagarde au sein du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Écoutez, quand elle est là, on se voit et on se dit bonjour. Merci Philippe Gomez pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de se quitter, un coup d'œil sur notre agenda de la semaine à venir. Il commence pour nous mardi 15 mars